Mathilde, Bonjour. vous êtes arrêtée cette semaine sur une citation de Nicolas Sarkozy. Ben oui, encore. En fait, dans nos cours, nous apprenons à nos élèves, à nos étudiantes, à nos étudiants, à ne jamais commencer une dissertation par « depuis que l'homme est l'homme, il a toujours ». Ben, il faut croire que la leçon n'a pas été retenue par Nicolas Sarkozy, puisqu'il lançait à son meeting au Zénith dimanche dernier, écoutons-le. Chez nous, la France, la femme est libre depuis toujours et pour toujours. Voilà le message de la France. Elle est libre. Alors là, moi, je bondis. J'étais en train de réfléchir à une chronique sur la place de la Révolution française dans les discours politiques, mais je vous la garde au chaud parce que j'ai voulu absolument m'arrêter sur cette phrase. La femme en France a toujours été libre. Alors, si j'avais été d'humeur badine, j'aurais pu riposter avec un air un peu naïf. Ah bon, mais moi qui croyais qu'elle n'était libre que depuis Moulinex. Et même si j'avais eu quelques compétences en Photoshop, j'aurais pu remplacer Moulinex par Moulinix. Mais heureusement qu'ils sont bien meilleurs que moi à arrêt sur image, puisque voilà l'image. Mais en réalité, j'étais plus énervée que badine. Déjà, la femme, singulier. Moi, quand une phrase commence par « la femme », je pressens le pire. La femme, l'essence de la femme éternelle. Dire la femme, c'est effacer toutes les différences sociales, culturelles. C'est réduire la femme à un idéal type au plus petit dénominateur commun entre les femmes. C'est nier les diversités, c'est nier les luttes. Ce sont les femmes qui luttent. Les femmes, c'est réel. La femme, c'est un fantasme. La femme, c'est pour Moulinex. Les associations féministes, les sciences humaines se sont toujours battues contre cette essentialisation de la femme. On fait l'histoire des femmes, on ne fait pas l'histoire de la femme. Le 8 mars est au demeurant un moment de conflit où s'affrontent les deux termes avec ces deux hashtags. Journée de la femme, hashtag journée des droits des femmes. Alors historiquement, c'est l'internationale socialiste qui en 1910 a décrété une journée internationale pour le droit des femmes, notamment pour le droit de vote dont elles étaient privées à l'époque. La date en a ensuite été fixée au 8 mars par la Conférence internationale des femmes communistes qui parle alors d'une journée internationale des femmes. Mais en 1977, l'ONU invite à proclamer une journée internationale de la femme. Alors certains pays ont continué à utiliser le pluriel, mais d'autres ont repris le singulier, comme la France, l'Espagne ou la Chine. Depuis, les associations féministes rappellent très régulièrement qu'il faut dire la journée internationale des femmes ou des droits des femmes. En 2013, Najat Vallaud-Belkacem relayait d'ailleurs ce combat qui n'est pas qu'un chipotage grammatical. Elle disait « Le 8 mars n'est pas, comme on l'entend parfois, la journée de la femme, qui mettrait à l'honneur un soi-disant idéal féminin accompagné de ses attributs, cadeaux, roses et parfums. » Et pourtant, les deux appellations coexistent. Oui, les deux appellations coexistent, mais évidemment, chacune a son sens. Dans les affiches, quand on utilise le singulier, quand on utilise la journée de la femme, c'est dans les pubs pour l'électroménager ou les vêtements, ou alors c'est quand on déverse les invariants de la beauté féminine, on le voit bien dans ces affiches, voilà, journée de la femme, les cadeaux, etc. Alors que les affiches pour la journée internationale des femmes ou des droits des femmes, eh bien, le registre est évidemment beaucoup plus militant immédiatement. Bon, donc déjà, la femme, ça passait pas. Ensuite, elle a toujours été libre. Ça a fait écho, pour moi, à la sortie maladroite de Manuel Valls sur Marianne. On le réécoute à ce moment, sur cette Marianne libre. Le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République, c'est ça Marianne, c'est ça ce que nous devons, nous, toujours porter. La femme est libre. Alors, passons sur le fait que nombreux sont ceux qui ne semblent se préoccuper des droits des femmes et de leur liberté que quand ils peuvent s'en servir dans un discours contre les musulmans. Moi, je voudrais m'arrêter sur cette question. Elle est libre, elle a toujours été libre. Alors, rappelons que les femmes ne sont considérées en France comme des individus majeurs en capacité civile que depuis 1938. C'est donc assez récent. Avant, en application du Code civil napoléonien, elle ne pouvait pas ouvrir un compte, elle ne pouvait pas faire des études, elle ne pouvait pas passer le permis de conduire, elle ne pouvait pas demander un passeport, elle ne pouvait pas contracter, elle ne pouvait pas ester en justice sans l'autorisation de leur mari, à qui elle devait obéissance. Elles n'auront le droit de travailler sans l'autorisation de ce mari qu'en 1965. Elles n'auront le droit de choisir le domicile conjugal qu'en 1975.
Longtemps, les concours, les professions leur étaient fermés. Barreau, magistrature, armée, baccalauréat, agrégation. Il a fallu attendre longtemps avant qu'elles soient libres d'y entrer. Ce n'est qu'en 1980 qu'une femme a pu rentrer à l'Académie française. C'était Marguerite Yourcenar qui rendait hommage dans sa conférence inaugurale à toutes ces femmes qui n'y étaient pas entrées. Nous l'écoutons. Accompagnée d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Les femmes, par ailleurs, n'ont eu que depuis peu la libre disposition de leur corps. La pilule en 1967, l'IVG en 1975, et elles ne sont libres de se refuser sexuellement à leur mari que depuis 1990, qui est l'année où l'on reconnaît qu'il peut y avoir un viol entre époux. Je pourrais continuer et tout y passerait. Il a fallu 100 ans, par exemple, pour que le droit de vote qu'on a donné aux hommes en 1848 soit accordé aux femmes en 1944, 25 ans après nos voisins. Regardez-les, ces femmes qui votent pour la première fois en 1945. Eh bien, des journaux leur avaient conseillé de bien se maquiller pour l'occasion, pour qu'on n'ait pas peur que leur entrée en politique ne se fasse au détriment de l'idéal féminin. Et quand on sait que le code pénal napoléonien comporte un article dit article rouge, c'est l'article 234, qui considère que le mari qui a tué sa femme adultère est plus victime que coupable. Tout au long du XIXe siècle, ceux qui auront tué leurs épouses seront relaxés en application de cet article. L'homme était lui au demeurant libre de tromper sa femme. Il y aurait beaucoup plus à dire. En fait, oui, mais je vais arrêter parce que... En fait, la réalité, c'est que les femmes se sont toujours battues pour leur liberté. Donc, ce qui veut dire que cette essentialisation, en plus d'être une essentialisation, est une erreur historique. Ah, c'est une erreur historique. Et quelque part, c'est aussi choquant et faux que si on disait, en France, le juif a toujours été bien traité. Ou alors, en France, le noir a toujours été libre. Mais attendez, Nicolas Sarkozy nous a dit une de ses contre-vérités essentialisatrices sur l'homme africain dans son discours de Dakar. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Alors, peut-être espère-t-il qu'à faire sortir les Africains, les femmes... Non, attendez. Peut-être espère-t-il qu'à faire sortir l'homme africain, la femme de l'histoire, il parviendra, lui, Nicolas Sarkozy, à y entrer. Personnellement, j'ai des doutes. Très bien.